Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avenir à domicile. Aujourd'hui, je reçois Franck Ribio. Bonjour Franck. Bonjour Florian. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, de rien, un plaisir, Alors Franck, tu es, président directeur général de Vitalliance tout à fait. depuis 1 an et demi. Ouais, depuis juillet l'année dernière. Très bien. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de comment concilier, la partie, tension du secteur. Aujourd'hui, on est sur un secteur quand même qui est assez grand. Il y a presque 70 000 structures, de services à la personne. Ouais, C'est, de plus en plus complexe puisque, on doit, chaque dirigeant, chaque structure doit conjuguer entre, les problèmes économiques avec les faibles marges, l'attractivité qui mmh, reste, un problème et les réformes du secteur, qui, si c'est pas dire tous les 6 mois, en tout cas tous les ans, on a de la nouveauté et qui donne aussi de la, charge en plus, à traiter, que ça soit pour les dirigeants, pour les équipes terrain, ouais. administratives, mais également, sur site. Enfin, tout le monde est impacté. Donc, Franck, dans ce contexte qui peut être parfois étouffant pour, l'ensemble des acteurs, qu'est-ce qui permet d'agir? Qu'est-ce qui donne envie d'agir et comment faire? Bah, déjà, ce qui nous permet d'agir, ce qui nous donne envie d'agir, c'est déjà la mission et le rôle qu'on joue dans la société. Beaucoup des gens, quand on leur parle pour recrutement et qu'on leur dit: «Bah, venez nous rejoindre», les choses qui les, attirent le plus et la raison pour laquelle elles le font, c'est ce rôle sociétal, qu'elles jouent, en se disant: «Bah, peut-être demain aujourd'hui, je m'occupe de gens qui sont, des personnes que potentiellement je ne connais pas, mais demain, ce sera peut-être, de moi dont on va s'occuper ou des personnes de ma famille». Et donc vu qu'on a de plus en plus de personnes âgées et de personnes en situation de handicap en France, ce rôle qu'on a à pouvoir aider les gens à mieux vivre et à mieux vivre chez eux, puisque Mmh. notre rôle, c'est quand même de les aider à mieux vivre chez eux, fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés pour venir rejoindre le secteur et pour y rester et pour jouer un rôle. Que ce soit un rôle dans les bureaux, pour nous, de coordination, que ce soit un rôle sur le terrain, pour le coup, en auxiliaire de vie, pour pouvoir justement, «aider son prochain» entre guillemets. Donc c'est, voilà, donner plus de sens, d'avoir un impact dans la société pour, Ouais, ouais, c'est ça. Le challenge aussi, pour beaucoup de se dire comment on arrive et j'espère qu'on va en parler, pendant cette, interview, mais comment on arrive en fait à avoir un business qui tient la route malgré toutes les contraintes qu'on a, des contraintes législatives, des contraintes de prix, des contraintes de reporting qu'on est obligé d'avoir avec, nos tiers payeurs et cetera et cetera. Comment on arrive à concilier tout ça et quand même réussir à sortir la tête de l'eau et donner un service, à la hauteur des attentes de personnes qui, souvent ont des besoins et on parlera peut-être du positionnement de Vitalliance plus tard, ouais. mais de par notre positionnement de prix, on a tendance à toucher beaucoup des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc qui ont pour le coup encore plus d'attentes du service qu'ils vont recevoir. Bah, justement, comme je disais, c'est un secteur qui est énorme puisque ça brasse, 18 milliards de chiffre Ouais. d'affaires, avec beaucoup, beaucoup de salariés Mmh puisqu'on mh. est à 1,2 million de salariés sur tout le secteur. Pourtant, c'est presque un tiers des structures qui se disent en problème, financier, qui ont du mal, à se projeter dans Ouais. l'avenir, à boucler les fins de mois, quand c'est pas des problèmes de trésorerie. Donc il y a eu des rapports de l'UNA, de l'ADMR, de plein de fédérations aussi, qui montrent les problèmes, financiers des structures. Donc c'est comment on peut conjuguer cet engagement fort, sociétal, social et la viabilité économique du secteur? Alors déjà, je vais faire en sorte de ne pas faire endormir les auditeurs dès le départ, mais quand on parle des 18 milliards, il y a quand même, beaucoup de différences et cette façon de dépenser l'argent de manière complètement différente. Donc, en fonction des secteurs et en fonction des spécificités, il y a beaucoup d'argent qui part pour les aidants, il y a beaucoup d'argent qui part pour le CESU, Mmh. il y a beaucoup d'argent qui part pour d'autres modes, d'assistance et je prends l'exemple, du handicap. Il n'y a que 30 du montant, donc c'est 1,5 milliard sur les, fameux 18 milliards. Il y a 1,5 milliard qui est pour l'aide au handicap et là-dedans, il y a que 30 du montant qui va sur des services à domicile. Par contre, si on part dans les personnes âgées, donc sur ce segment-là, qui va représenter à peu près 7 milliards, on va avoir un pourcentage beaucoup plus élevé qui va aller au service d'aide à la personne. Donc en fait, il y a des façons de dépenser cet argent, quand on regarde la grande masse, qui vont des fois directement à des familles, qui elles vont le dépenser directement avec, soit eux-mêmes en tant qu'aidants, soit des personnes qu'elles vont mettre en contrat, directement ou par le biais du mandat ou du mandataire.
Dans notre monde à nous, donc qui est le monde de la prestation, on a aussi des règles qui varient, Mmh. puisque la majorité d'entre nous, avons des contrats avec nos tiers payeurs, les tiers payeurs étant les conseils départementaux et dans le cadre d'un accord avec le conseil départemental, on a souvent une contrainte de, peu ou pas de reste à charge, et particulièrement sur le handicap. Je dis toujours en fait grande dépendance, petite moyenne dépendance. Sur la grande dépendance, on a une politique de zéro reste à charge. Donc, on ne facture que le montant qui nous est payé par le tiers payeur. Et sur l'aide à la personne, on peut avoir du reste à charge en fonction de l'accord qu'on a, ou de la politique tarifaire qu'on a dans une région. La raison pour laquelle je dis ça, c'est pas pour vous endormir, c'est uniquement pour dire qu'on se met aussi en plus des contraintes pour pouvoir, opérer de manière profitable dans un monde où en fait, il est reconnu que le, taux horaire est un taux horaire bas par rapport à tous les autres pays d'Europe. Donc Mmh. il faut qu'on soit encore plus efficace dans notre capacité d'opérer. Comment on arrive à faire ça? 1, le volume. Est-ce qu'on est capable d'avoir, suffisamment de bénéficiaires ou de clients, ça dépend comment on les appelle, sur une zone géographique pour pouvoir mutualiser un certain nombre de ressources, qui nous permettent pour le coup d'avoir, un service qui est donné à tout le monde et qu'on peut, au niveau national, mutualiser. On a réussi à faire ça, donc je vous donne un exemple, hein, tout bête, l'astreinte de week-end. L'astreinte de week-end est organisée par des équipes qui aident le réseau au niveau national, Mmh. pour reprendre tous les appels en centrale. Par contre, nous avons des astreintes qui sont, elles, régionales par des gens d'agence qui viennent en agence. Mais le support au global est fait par, une équipe qui est au niveau national. Donc ça, on arrive à mutualiser. L'informatique, on arrive à mutualiser parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup d'heures, donc on met un gros investissement sur l'outil informatique, mais quand on ramène ça au prix par heure, ça devient un prix qui devient, beaucoup plus raisonnable puisqu'on peut le justifier sur, cette année, on sera, à 9,5 millions d'heures donc on peut quand même, faire des choses avec un petit prix par heure facturée. Donc il y a c'est cette façon-là, en fait, qui nous aide vraiment à être efficaces. L'autre, c'est comment on arrive à minimiser tous nos coûts de structure et nos coûts d'opération. Mmh. Donc je viens d'un autre monde qui était le monde de l'intérim, où on avait des bureaux qui étaient, assez, beaux, dans des belles situations géographiques avec, une visibilité de l'extérieur. On avait des voitures qu'on voyait aussi, qui étaient assez sympas. Vitrine, de la Des société, ouais. vitrines, puisque Mmh. là, on communiquait, on faisait beaucoup de communication externe. Donc, dans mon monde d'avant, j'avais sponsorisé des équipes de rugby, j'ai sponsorisé des équipes de foot, et cetera, et cetera. On faisait des campagnes publicitaires. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en fait, dans ce secteur-là. Mmh. Donc nos bureaux sont beaucoup plus simples, que ce qu'on a eu avant, donc minimisation des coûts d'opération, hein. Les voitures sont de catégorie plus basse. Enfin, on prend tous ces détails-là qui, au fur et à mesure, elles comptent puisque, aujourd'hui, par exemple, on a, 400 et quelques voitures, de société et quand on arrive à économiser, beaucoup d'argent par voiture, puisque les louer, par exemple, on les achète. Ça nous permet de faire baisser nos coûts et de rester en fait dans, cette contrainte, budgétaire qu'on se met nous-mêmes pour pouvoir opérer, mais ça, c'est le challenge et un challenge super intéressant. Et surtout, toutes les structures, de service à la personne ne proposent pas des voitures à leurs salariés. Non, alors on a la chance par le biais, en France d'avoir des contrats de moyens qui sont aussi négociés avec les départements où on peut négocier pour certains départements des voitures de pool Mmh. qui elles sont mises à qui sont données en fait ou qui sont prêtées à nos auxiliaires de vie pour faire des remplacements de week-end par exemple ou des astreintes ou dans des régions, beaucoup plus compliquées, beaucoup plus rurales, nous permettent de pouvoir aller, joindre des clients qui sont assez loin de nos bureaux. Donc on arrive à faire ça dans le cadre de contrats avec, le département. Sinon le reste, ce sont pour nos propres salariés, nos chefs d'agence, et certaines voitures de pool pour nos conseillers qui vont très souvent en visite à domicile. Puisqu'une des choses les plus belles de notre métier, c'est d'aller justement voir, les bénéficiaires chez eux et de se rendre compte en fait de l'environnement dans lequel ils vivent et où on va envoyer nous, nos auxiliaires de vie, pour pouvoir évoluer. Très bien. Hem, donc Vitaliance a la particularité d'être une entreprise à mission. Oui? Et justement, on est vraiment dans le sujet où, tu as souhaité aller plus loin
Parce que c'est toi qui as initié ça ou c'était déjà ça, c'était Alors déjà présent avant? ça avait été initié avant que j'arrive. D'accord. J'ai été, la personne qui l'a fait, devenir vrai, donc l'intention était là avant que j'arrive. Ce qui était assez, intéressant au moment de mon recrutement, parce que je me suis dit: «Pourquoi vous avez besoin d'être, entreprise à mission alors que, de par nature, on est une entreprise qui a une mission?» On s'était déjà posé la question dans mon employeur d'avant et on avait pris une décision qui était un peu différente. La raison pour laquelle moi j'ai poussé pour, dès que je suis arrivé, pour que ça devienne une réalité, c'est qu'en fait, non seulement on dit qu'on va être entreprise à mission, mais on se met encore une fois, j'ai parlé de la pression qu'on se met sur les prix, sur les coûts. Là, on se met de la pression sur le fait qu'on dise, qu'on fasse ce qu'on dit. Donc on va être audité, on va avoir des auditeurs qui vont venir voir les KPI, qu'on s'est mis, donc on va raconter une histoire et on raconte une histoire tous les jours et on va venir nous voir de manière indépendante et dire: «Bah, en fait, l'histoire que vous racontez, c'est une vraie histoire». Donc quand vous dites que vous allez investir plus sur les gens, vous le faites vraiment. Quand vous dites que vous allez être, plus abordable, vous le faites vraiment et si on le fait pas, on perdra notre statut d'entreprise à mission. Donc c'est une belle pression qu'on se met, Ouais. sur les épaules pour que ça se fasse. Vous vous faites auditer, Oui, tous les vous avez 2 des ans. critères, Ouais. à respecter. C'est quoi à peu près les critères? Donc on a des critères qui sont, on a 4 familles de critères donc je vais dire 2 critères qui sont sur, les clients ou les personnes en situation en perte d'autonomie. Donc c'est est-ce qu'on donne notre service, de manière, le plus abordable possible, dans le plus d'endroits possible. Donc on va avoir des critères qui vont être par exemple le taux de couverture qu'on a des agglomérations, en France. Mmh. Donc on va vérifier qu'on est bien sur la bonne tendance et que nous sommes accessibles à des gens qui auraient potentiellement besoin de nos services. On s'est mis un KPI sur notre taux de reste à charge, parce que je vous ai dit sur le handicap, on est à 0 reste à charge. Par contre sur l'APA, donc l'aide à la personne âgée, on s'est mis un cap. On a dit: «On ne dépassera pas 2 € de l'heure de reste à charge». Donc ça, on va le vérifier tous les ans. Aujourd'hui, on est à 1. Donc on est en dessous et on veut, et tout ça pour dire qu'en fait, on veut donner un service, mais on veut le faire au prix le plus raisonnable possible pour que des gens qui n'aient potentiellement pas beaucoup de moyens puissent se permettre Mmh. aussi de vivre mieux. Après on a, des KPI sur l'environnement. Donc là, on est en train de faire un audit environnemental pour voir quel est notre impact, sur l'environnement dans lequel on travaille et quels vont être pour les leviers qu'on va pouvoir toucher et après il y a un KPI sur le bien-être de nos employés. Donc là, je parle des auxiliaires de vie et des personnes dans nos bureaux pour qu'elles aussi soient heureuses de venir au bureau et aient envie de faire ce qu'elles font. Donc par exemple, on est en train de refaire, l'ensemble de notre système de primes pour en redistribuer le plus possible, à nos auxiliaires de vie en particulier. Et pour qu'elles se rendent compte en fait qu'elles sont chez nous et elles peuvent, 1 gagner plus d'argent, 2 potentiellement évoluer, puisqu'un des autres axes qu'on a, c'est la formation des auxiliaires de vie où on forme énormément de personnes. D'accord. Vous avez internalisé la partie formation? Ouais, on a 2 300, personnes en formation aujourd'hui qui ont des titres certifiants, de l'État, donc la DVF, qui sont dans une entreprise, dans un CFA qui nous appartient, qu'on est en train d'ouvrir sur le reste aussi du secteur. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, en fait, on fait des classes, pour, d'autres acteurs, SAD, du D'accord. secteur qui ont envie, en fait, de former des gens et de les mettre, on a un besoin, qui est plus fort on a une demande qui est plus forte que le nombre de personnes qui sont dans le secteur. Donc notre seule façon de s'en sortir, c'est de former des gens. Mmh. Très bien. Et au niveau de la gouvernance, vous avez mis en place une gouvernance spécifique pour la partie entreprise à mission? Oui, alors je vais donner la date puisqu'aujourd'hui on est en novembre, 2025 donc on est en pleine composition de notre comité de mission. Donc on a eu un comité de mission qui a été, un comité large qui a travaillé sur quel était le message, qu'est-ce qu'on devait faire, quels devaient être les KPI et cetera et quand on arrive dans la partie, d'exécution, de l'entreprise à mission, il faut mettre un comité de mission, qui est indépendant, enfin indépendant, qui est plus restreint et à l'intérieur duquel il va y avoir, 1 tiers de personnes de l'entreprise, y compris un représentant du personnel, 1 tiers de personnalités et 1 tiers de personnes externes qui représentent l'écosystème dans lequel on évolue, et donc ça, on l'aura fini à la fin du mois. Très bien. Donc on a senti que dans l'entreprise à mission, ça a pour objectif d'améliorer, je dirais presque à 360 un peu toutes les parties Ouais. prenantes.
Je pense souvent, aux personnes terrain ou, aux personnes administratives, comme on l'a dit au début, qui ont beaucoup de pression. Souvent, une responsable de secteur va avoir, Ouais, ouais. plein de casquettes. Elle va pouvoir, à la fois, être dans le juridique, le recrutement, le RH, Mmh. l'évaluation des besoins, et à chaque fois de pouvoir switcher, d'un rôle à l'autre et d'avoir tout en tête. Quand c'est pas être à fond sur le planning et de Ouais, jouer au Tetris et d'avoir ce stress, le lundi matin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ce week-end et de gérer les remplacements en urgence. Et bien sûr les intervenants à domicile qui, parfois ont des, plannings éclatés, mmh. qui changent au dernier moment. Et donc comment avec, tous ces paramètres, toutes ces contraintes, vous arrivez à un peu améliorer, la vie, de ces personnes? Ouais, alors c'est une super question et c'est un domaine qui est vaste et je pense qu'on n'aura jamais toutes les réponses à toutes ces questions et ce sera toujours ce seront des évolutions constantes, pendant la durée de vie, de l'entreprise, mais il faut qu'on s'y penche, tous les jours. Heu, Plusieurs choses qu'on a fait. Un, se rendre compte de la différence. On va avoir 200 agences à peu près à la fin de l'année. La réalité de nos agences est différente d'une à l'autre. Pour tout un tas de raisons. Le mix de clients qu'elles vont aider, quelle est la prise en charge, que ces gens vont avoir, quelles sont leurs situations de dépendance ou d'autonomie, et donc potentiellement la difficulté à avoir des gens qui soient, à des niveaux de formation élevés s'il y a beaucoup de technicité par exemple, Mmh. qui est demandé et cetera. Donc en fait, on a commencé à faire un inventaire de quelles sont nos agences, quelles sont les typologies de personnes, quels sont les besoins, en recrutement et en technicité et quelles sont nos attentes de nos chefs de secteur pour les agences en fonction de leur, catégorisation. Donc pour faire simple, on dit aujourd'hui, on a des agences grande dépendance. Chez nous, on les appelle grande dépendance. Au lieu de dire PH, PA, donc handicap ou âge, parce qu'on a des gens qui sont dans l'âge mais qui sont, où il y a beaucoup de technicité et on a des gens qui sont dans le handicap, qui sont au début de leur handicap où il y a pas beaucoup de technicité. Donc on dit grande dépendance, petite, moyenne dépendance. On a des agences qui font un peu les 2 et on a des agences qui sont en ouverture, puisqu'on en a ouvert beaucoup, et qui ont encore une fois des prérogatives et des priorités qui sont différentes. Donc on regarde chaque segment et on regarde pour chaque segment, est-ce que l'outil informatique, il est optimum? Oui, non. Est-ce que, dans les demandes qu'on a sur, ce qu'on demande à nos personnes de faire, est-ce que nous, on les aide le plus possible à pouvoir être le plus efficace possible? Je prends un exemple, le recrutement qui est toujours une grosse question dans notre secteur. Est-ce qu'on recrute trop tôt et potentiellement on perd les gens? Est-ce qu'on recrute trop tard et potentiellement on ne sert pas des clients qui ont des besoins? Encore une fois, on ne trouvera pas les réponses magiques du jour au lendemain. Par contre, est-ce qu'on peut s'améliorer tous les jours pour faire potentiellement un peu plus de sourcing central et de préqualification en centrale pour donner à nos agences, plus de viviers de personnes? Est-ce qu'on peut mettre en place, on parlait un peu d'intelligence artificielle juste avant de commencer, est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle pour faire de la préqualification et nourrir des viviers qui nous permettraient encore une fois d'être plus efficaces? Est-ce qu'on s'améliore en termes de facturation? Est-ce que notre outil est capable de faire tout ce dont on a besoin en termes de pointage, en termes de rapport et de relations avec le tiers payeur, et de soumission des heures qui sont faites, et cetera, et cetera, et cetera. Donc en fait, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de demandes qui sont faites. On demande à nos personnes d'être un jour, même pas un jour, 1/2 heure, chef juridique, la demi heure d'après, d'être, la personne RH qui va gérer, le dossier de vie, la demi heure qui suit d'aller en visite client, et d'être, «Oui, oui, vous inquiétez pas, tout va bien se passer» et il faut qu'on arrive en fait à leur donner des plages horaires qui leur permettent de faire chacune des actions du mieux possible. Aujourd'hui, je dirais que, le job se fait et se fait très bien, mais c'est généralement aux dépens d'une des facettes et les gens ont plutôt tendance un peu à se spécialiser dans les agences en fonction de ce qu'elles aiment faire. Mmh. Ce qu'on aimerait, c'est qu'elles fassent pas ça et qu'elles fassent un petit peu de tout, puisqu'on a pris, l'objectif chez Vitaliance en tout cas, d'être avec des consultants 360 et de pas être spécialisé pour justement pas prendre de risques de un jour de faire de l'offshoring ou de mettre les responsabilités ailleurs. Très bien. Tu en as parlé un peu, la partie, handicap. Ouais. C'est une particularité de Vitaliance où vous faites, beaucoup, beaucoup de
d'accompagnement pour les personnes, pardon, personnes handicapées. On parle souvent, quand on parle de service à la personne, service à domicile, c'est vrai que c'est beaucoup virage domiciliaire sur la partie, dépendance personne âgée, Ouais. mais finalement, c'est un peu caché la partie, personnes handicapées. Alors que ça représente quand même un gros volume d'activité, des gros besoins. Bah, un 1/10 du montant, qu'on disait au début en taille de marché. Ouais. Et comment tu expliques ça? Comment vous abordez justement la partie, handicap? Ah bah, on a décidé, de se rendre la vie, le plus compliqué possible. Je dis ça en rigolant, mais par exemple, on a lancé des habitats partagés une des demandes qui est faite des gens, qui soient en handicap ou pas, mais des gens en autonomie, en perte d'autonomie en général, c'est: «Je veux rester chez moi le plus longtemps possible et si je peux plus rester chez moi, j'aimerais aller dans des endroits où, on n'est pas, 150 ou 200 et que le service peut être potentiellement, un peu moins personnalisé. J'ai envie que ce soit le plus personnalisé possible». Donc on a regardé les habitats partagés. 90 des habitats partagés aujourd'hui en France sont des habitats partagés pour des gens en personnes âgées. Eh bien, nous, on a dit: «Bah, non, on va faire des habitats partagés pour des gens en situation de handicap». Donc on s'est rajouté une complexité. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour être un peu unique sur le marché. «Unique» entre guillemets, hein, puisqu'il y en a d'autres qui le font. Mais ça montre quand même un ADN qui est différent dans la manière d'opérer. Heu, la façon dont notre système informatique est dessiné pour le coup est aussi, différent que ce qui pourrait être dans un système de service à la personne où les paniers moyens peuvent être beaucoup plus faibles, puisque c'est beaucoup plus de: je vais envoyer des gens à la demi-heure ou à l'heure et ils vont faire des tournées. Nous, on peut potentiellement envoyer des gens pour une journée, ou une nuit et en équipe. Donc ce sont des approches qui sont un peu différentes et surtout ça nous permet de monter en compétence les gens qui viennent nous rejoindre. Donc quand je parlais de formation avant, il y a la formation de qu'est-ce que c'est de devenir une auxiliaire de vie? Donc ça, c'est une formation d'1 an. Mais après, est-ce que je peux apprendre, à traiter avec, des personnes qui ont de l'autisme? Quels sont les premiers gestes de secours que je dois faire, en cas de crise? Et cetera et cetera. Donc est-ce qu'on est capable de pouvoir aider des personnes à potentiellement, dans le futur, peut-être devenir aide-soignante, et autres, en suivant d'autres formations? On sait qu'on les perdra, heu, ces auxiliaires de vie-là, mais c'est très bien parce que de mon point de vue, c'est on les prend potentiellement pas formés, ils connaissent pas le secteur, on les forme nous de base, ils apprennent plein de gestes qui sont importants auprès de personnes qui ont des besoins plus techniques, ils se forment encore plus et après ils évoluent. Ils gagnent mieux leur vie, ils choisissent leurs clients. La vie est belle. Ça marche pas toujours comme ça, Sur le mais sur le C'est un papier, cap. c'est un super cap. Ouais. Merci pour ce retour. Après, si on peut se concentrer plus largement sur le monde du handicap, Oui? et j'aimerais avoir un peu ton avis sur comment, les structures privées, associatives abordent et justement couvrent, les services auprès des personnes handicapées. Si, s'il y a des améliorations à faire, vers quelle direction on peut aller pour, mieux servir, ces gens qui ont un gros besoin? Les améliorations, elles sont surtout dans la coordination des services. En fait, plus on est dans des situations de handicap, plus, il y a des intervenants, multiples qui Mmh. viennent, auprès des familles. Donc cette importance de l'amélioration de la coordination, elle est importante. Je pense que la réforme, en cours sur les SAD et les SIAD, par exemple, a un objectif, qui est louable. La modalité dans laquelle, cette réforme est faite, il y a encore beaucoup de questions, et beaucoup de commentaires et de remontées qui sont faites. Mais par contre, l'objectif final, il est archi louable. De la même manière, la communication auprès de la famille et des pas nécessairement des hommes, mais du groupe familial au plus large. Ça aujourd'hui, ça a quand même il y a beaucoup d'améliorations à apporter là-dessus. Est-ce qu'on est capable, de pouvoir dire et de donner des statuts sur les personnes, dont on s'occupe de manière régulière et live, en fait, à l'ensemble de l'écosystème? En fait, ce qu'il faut se dire dans le monde du handicap, c'est une gestion d'écosystème. Mmh. C'est pas juste: «Ben, moi, j'arrive, je fais mon truc et je repars, j'ai fait mon pointage en arrivant, mon pointage en partant, je repars et puis, je m'en fous». En fait, ce qu'on voit dans le monde du handicap, c'est que nos gens s'attachent avec, leurs bénéficiaires ou leurs clients. Particulièrement plus la prise en charge est longue et plus les gens s'attachent.
Donc il faut qu'on fasse de l'accompagnement, un accompagnement qui est complètement différent. Je vais parler d'un sujet qui est pas fun, mais qui est, la réalité. Nous, on est en train de faire de la formation sur l'accompagnement de fin de vie. Mmh. Parce que c'est bien de dire qu'on traite avec des gens qui sont en situation de handicap, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont en handicap et qui, hélas, meurent. Comment on accompagne à la fois nos chefs de secteur, nos chefs d'agence, à la gestion de ça? Parce qu'il faut qu'eux gèrent aussi les familles dans ces moments-là. Comment on aide nos auxiliaires de vie à bien comprendre comment, gérer leurs propres émotions dans le cas de décès de quelqu'un qu'elles ont potentiellement accompagné depuis 4, 5, 6 ans et auquel elles se sont attachées. Donc ça, c'est, je pense, les pistes d'amélioration. C'est un, comment on gère l'environnement, pardon, comment on gère la coordination. Mmh. 2, comment on gère l'environnement et le groupe plus large. 3, comment on gère tout un tas de spécificités en termes de formation. J'ai parlé de fin de vie, mais ça pourrait être, les gestes de l'autisme, ça peut être demain, comment on manipule quelqu'un qui a une, est-ce qu'on comprend bien ce que c'est qu'avoir la maladie de Charcot tout ce que quelqu'un qui a la maladie de Charcot peut ressentir quand on ne le positionne pas bien, et cetera, et cetera, et cetera, pour que les gens mettent les personnes assistées dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles vivent la meilleure vie possible, le plus longtemps possible et encore plus chez eux. Alors j'aimerais revenir sur le premier point de tes Oui? points, la coordination, un peu avec le cercle de soins. C'est vrai que sur la partie, SAD, décret SAD, donc il y a cette logique, de faire plus de coordination, de faire de la prévention et de mieux communiquer entre justement toutes les parties prenantes. Mais on voit, souvent qu'il y a, l'intention et la réalité où on va mettre des données dans un endroit qui va pas forcément être consulté par d'autres et comment on arrive à amener tout le monde au même endroit et de faire en sorte que quand on passe du temps pour écrire des projets personnalisés d'accompagnement, que ça soit lu, au bout de la chaîne. Les projets d'accompagnement et les projets personnalisés sont généralement quand même assez lus. Les Nous, les établissements de besoins, par exemple, ils sont très lus. On rencontre pas trop ce problème-là. Là où on rencontre plus des problèmes, ça va être sur, la capacité, alors on parle dans notre secteur de glissement de tâches. Mmh. Donc, quelqu'un a besoin de mettre des bas de contention. Est-ce que c'est, au service à domicile, de le faire ou est-ce que c'est au service infirmier de le faire? La loi dit que c'est le service, infirmier. Est-ce que c'est fait ou pas? En ce moment à ce moment-là, parce qu'il y a potentiellement pas de ressources et qui est-ce qui va le faire du coup? La toilette, une toilette simple, c'est un service à domicile. Une toilette complexe, une toilette entière, c'est normalement un geste, d'un infirmier. Donc là, pareil, il y a des glissements de tâches. Donc Mmh. on est en discussion tout le temps avec tout l'écosystème pour voir si vous n'êtes pas dans la capacité de le faire, est-ce que nous, on peut le faire avec une délégation de soins? Mmh. Et est-ce qu'on peut organiser les délégations de soins de manière suffisamment, précise pour que tout le monde sache qui fait quoi et qu'il y ait pas de zone, grise, pour encore une fois mieux communiquer avec l'écosystème de manière générale? C'est plutôt là qu'on va avoir des problématiques plus que, quel est le projet personnalisé et cetera, où là, je pense que pour le coup, les gens, quand ils se rencontrent, sont vraiment tous autour de la personne pour vraiment l'aider. Que ce soit les kinés, les optométristes, peu importe en fait qui vient. Mmh. Et tout le monde va vraiment dans la même direction. La difficulté, mais c'est la difficulté du secteur de manière générale, médicaux et social, c'est la pénurie de personnel. Donc en fait, ou Mmh. les tensions sur le personnel, c'est juste ça. Donc comment on arrive à pouvoir avoir toujours la bonne personne au bon endroit pour la bonne périodicité et le bon nombre de minutes pour faire ce dont ils ont besoin de faire, c'est là où vient tout le problème. Après vient le problème du financement. Mmh. Comment on arrive à financer, à hauteur de ce qui peut permettre aux gens de rester. Donc je te disais avant, nous, il faut qu'on soit hyper contraints dans nos coûts pour pouvoir essayer de redistribuer le plus possible de notre taux socle aux intervenants. Mais on va avoir une limite puisque, on ne peut pas redistribuer sur notre taux socle à 24,58 €, bah, le montant, il est fixe. Donc il faut qu'on trouve un moyen pour, pouvoir, diminuer tous les coûts potentiellement flexibles pour pouvoir redistribuer le plus possible et ne pas être en perte. Donc c'est vraiment ces jeux-là qui sont, importants et le financement est hyper important puisque on peut attirer des gens dans le secteur. On peut leur montrer, plein de choses, on peut les former, on peut les monter en compétences. La question après, c'est est-ce qu'on met les salaires en face après pour les garder? Mmh. Et quand on a du turnover,
très important et ben, c'est difficile de garder les gens. Donc en plus du fait que le métier est compliqué et qu'il y en a qui partent parce qu'ils ont soit peur, soit ils ont pas envie de le faire, et si en plus ils sont mal payés, ils vont pas rester. Et pour aller dans ton sens, on voit qu'il y a des liens très forts et parfois des frontières très poreuses entre aide à domicile et aide-soignante. Certains prônent même qu'il y ait qu'un seul, diplôme qui fusionne un peu le tout, parce que, l'aide à domicile fait, le travail un peu de l'aide-soignante et inversement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, qu'on aille, sur, de l'acte quand on fait de l'aide à domicile? Et donc du coup, de couper un peu cette partie qui est qui pousse à une amélioration des liens avec Ouais, les ouais. personnes, qui est le lien social, qui est peut-être parfois plus, important que le soin en tant que tel. Parce C'est un super sujet et je me battrai, autant que je pourrais pour que nous ne passions jamais à l'acte. Aujourd'hui, notre rémunération, c'est une rémunération à l'heure, qui nous permet justement de faire tous les actes, alors je vais pas utiliser le bon mot pour le coup, mais tout ce qui est lien social, et cette importance de garder les gens en société ou dans le vivre, et même si des fois ces périodes de sociabilisation, elles sont, sur des périodes qui sont très courtes. Parce qu'il y a mmh, des gens qui sont très, immobilisés et on peut pas les ils peuvent pas sortir, tout le temps. Mais même sur ces petites périodes-là, ou même le fait qu'il y ait une personne qui soit assise à côté et qui parle et qui ait une discussion, qui fait attention aux petits gestes, qui nettoie l'œil et cetera, c'est hyper important et ça, je pense que ça devrait jamais être fait, à l'acte. Ça devrait être fait, autant donc j'espère que même si on peut monter sur des en termes de diplôme, sur l'aide-soignante et cetera, j'espère qu'en fait le paiement sera toujours fait, sur une période de temps et comme j'ai dit, je me battrai, autant que je pourrai pour que ça reste comme ça, pour ne pas déshumaniser un secteur qui est en fort besoin d'humanisation, de manière générale. parce qu'on pourrait avoir cette petite musique avec, toute l'effervescence que peut apporter l'IA, de dire: «Bah, maintenant vous êtes tellement efficace que, Moi, j'y crois pas. Enfin, je peut-être que je montre mon âge et peut-être que je vis dans un monde de bisounours, mais j'arrive pas à croire, en fait, qu'on arrivera à ce niveau-là, parce que tout le monde sait que, c'est justement le lien social qui est important et qui garde les gens, très souvent en vie et de leur envie d'être parmi un groupe et cetera, ouais, d'interaction et on le voit, hein, on le voit, même sur des personnes, je parlais de maladie de Charcot, j'étais au lancement du fonds de dotation, de la fondation, de l'ARSLA, il y a 15 jours et on voit l'émotion des gens, dans, juste, les interactions qu'ils ont avec, les personnes qui sont autour d'elles au moment du lancement. mmh, Enfin moi je trouve que c'est super beau à voir. Le jour où on perd ça, ouais, non, c'est on perdra beaucoup du sens dont on a parlé, au début de l'interview, qui était la raison pour laquelle les gens viennent, moi y compris dans ce secteur-là. mmh. Moi je viens pas pour faire de l'acte, moi je viens pour aider les gens et ça me brise le cœur quand, je me retrouve dans cette situation parce qu'on en a, où nos auxiliaires de vie sont pas venus et qu'on a laissé quelqu'un, sans un nettoyage, sans les avoir fait manger et cetera. Ça nous arrive, ça on n'est pas parfait, on est dans un monde de personnes, mais c'est justement cette imperfection qui est hyper intéressante, puisque c'est à nous de travailler pour en faire en sorte que la perfection se réduise le plus possible. Le jour où ça devient, juste, mécanique, bah, je pense que des gens comme moi, mais beaucoup des nos collaborateurs diront: «Ben, OK, mécanique, on ira faire quelque chose d'autre». Après, ce qui permet d'être optimiste, c'est, bah, l'importance qui est donnée à la prévention. La prévention, on le fait aussi via le lien social, via les discussions, via, capter un peu les signaux faibles qui, permettent de voir ce dont, la personne a vraiment besoin. Ça me fait penser aussi à une anecdote dans un hôpital, c'était à Ottawa au Canada, où, ils ont mis en place l'intelligence artificielle, surtout sur la partie logistique, donc Ouais, pour avoir tous traitement les de signaux, patients, ouais, les médicaments, donc il y a ouais. beaucoup de logistique et ça a été tellement performant qu'ils ont, réduit de 30 leurs coûts. Alors plutôt que s'arrêter là et de dire: «Bon, bah, voilà, on a plus de rentabilité», ces 30 ils les ont réinjectés en lien social. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, que je trouve, hyper intéressant. Par exemple, moi je le dis ouvertement, quand j'ai l'occasion de parler avec, des gens qui sont, élus ou, de la force publique, je leur dis: «Moi, si vous nous donnez plus d'argent que ce qui est le taux socle, moi, je suis prêt à signer, en fait, un accord en disant que
on redistribuera le montant, puisque l'objectif, c'est qu'au final, les gens restent. Si on est capable d'améliorer le lien, si on est capable de garder les gens et de réduire notre turnover parce qu'on paye les gens mieux, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien aux gens qui ne changent pas de job, ça fait du bien aux personnes qui sont accompagnées, qui n'ont pas toutes les 2 secondes ou leurs aidants à réexpliquer la situation de la personne. Ça fait du bien à nos équipes qui sont pas toujours en train de recruter, Mmh. et à se poser des questions sur le plantage, la personne qui se pointe pas, la personne qui est pas contente et cetera. Donc en fait, ça fait du bien à l'ensemble des écosystèmes. Ça vaut bien, une signature d'un contrat en disant: «Donnez-moi, 100 000 € en plus et je les redistribuerai à qui que ce soit et je vous montrerai en fait que l'argent il a bien été redistribué». C'est ça en fait notre objectif. Et très souvent, sous couvert ou sous, prétexte que nous sommes pas que nous sommes une entreprise privée, on oublie qu'en fait, au jour le jour et à seconde par seconde, on pense pas à l'argent qui tombe dans notre, portefeuille. On pense à est-ce qu'on fait un acte qui est bon pour une personne et que quand cet acte-là, il est bien, au final, peut-être ça se passe bien en termes financiers, mais on ne le fait pas dans le sens inverse. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, sur lequel je me battrai. Donc je me battrai sur, la possibilité de rester à l'heure parce que c'est bon pour le social et je me battrai aussi sur la redistribution le plus possible, parce que c'est aussi bon pour l'ensemble de l'écosystème. Oui, parce qu'il y a aussi une épée de Damoclès sur le secteur qui est les 50 de déduction fiscale où, certains, de nos élus, le critiquent, parce que c'est une niche fiscale. Mais on sent quand même que, alors plus sur la partie ménage, aide à la vie quotidienne, mais c'est un secteur qui repose aussi, sur cette niche fiscale. Alors nous, moins que d'autres, puisque on n'a pas de encore une fois, Ouais. on est payé par un tiers payeur, donc on n'a pas cette problématique-là. Nous, notre question, c'est plutôt, est-ce que les heures qui sont faites, les heures effectuées sont bien les heures qui sont facturées? Est-ce que, on met le moins de reste à charge possible? Donc on n'est pas trop sur ces, Oui, c'était pour ouvrir un mais peu. mais Ouais, c'est ouais, vrai ouais. sur le Mmh. débat et le débat, il est vrai. La question toujours, c'est, pour tous ces sujets-là, il faut toujours regarder un petit peu en arrière. Pourquoi? On est arrivé là. On était arrivé là avec les 50 sur, beaucoup d'argent qui était payé au black. Mmh. On a «régularisé» le black entre guillemets, puisque maintenant, c'est fait de manière officielle au-dessus de la table. Tout est propre et pour faire ça, il y a eu, une décision qui a été prise de, faire un taux de 50. Voilà, c'était comme ça. Maintenant, si les gens veulent repartir à 40 ou à 45 ou à 30 ou à zéro, pas de problème. Il faut juste connaître quelles vont être les, conséquences de ça potentielles Mmh. ou alors, il y a une autre solution qui est de dire: «Sur quel champ j'applique ce pourcentage-là?» Parce qu'il y a effectivement des choses où on se pose la question de dire: «Est-ce que c'est légitime ou pas?» Et ça, c'est un débat, en fait, c'est une des Mmh. discussions, est-ce qu'il y a eu des effets de bord, pas d'effets de bord? Et je pense qu'il faut rester assez calme dans cette conversation-là parce que si on fait des choses qui sont nécessaires et vitales, je pense qu'il y a pas beaucoup de risques parce que je vois aucun de nos élus ou de gens en responsabilité qui réfléchissent un peu à mettre en danger des choses qui sont importantes et vitales. Des choses qui sont pas importantes et moins vitales, oui, il y a débat. Mmh. Très bien, on arrive au mot de conclusion. Hem, quel est selon toi le grand piège à éviter, pour les prochaines années? Peut-être que le piège à éviter, c'est justement des discussions telles qu'on les a là. En fait, le piège à éviter, c'est de moi je pense il y a plusieurs pièges. Le 1er c'est, hem, est-ce qu'on vit dans un monde où on se pose pas la question de la vieillesse de demain? Parce que la réalité, c'est qu'on a un mur de personnes âgées qui arrivent devant nous, qui est alors on dit qu'il y en a de plus en plus en France et il y en a de plus en plus en France, mais on va avoir une petite vague là qui va arriver, qui va être encore plus importante Mmh. que le niveau qu'on a eu tous les ans. Je dis toujours à mes amis et depuis que maintenant je suis dans ce secteur-là, regardez l'âge de la sécurité sociale, 80 ans. Donc les gens qui ont inventé la sécurité sociale, ils ont 80 ans et plus. Donc on a une marée en fait de gens qui arrivent dans les 3, 4, 5 prochaines années. N'oublions pas ça et ne prenons pas des décisions aujourd'hui, qui potentiellement vont avoir un impact très négatif sur tous ces gens qui vont arriver dans c'est mathématique, dans les 3, 4 années qui arrivent. Le deuxième sujet, c'est peut-être le sujet dont on a parlé avant qui est, qu'est-ce qu'on fait à l'acte, par rapport à qu'est-ce qu'on fait en termes de temps? Je pense que les gens ont besoin de temps, pour une partie des actions, parce que le temps fait le lien social et donc je resterai éloigné, si possible, de la discussion à l'acte qui en fait est un faux débat dans la mesure où, si on peut plus gagner de l'argent par l'acte,
on multipliera les actes. C'est juste comme ça que ça se passe. Donc là, on est dans un monde un peu, qui est bien, donc restons là. La seule question après, c'est, et peut-être le danger à avoir, c'est comment on arrive à organiser le financement de tout ça, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en France, notre, financement n'est pas à la hauteur de tous les autres pays, en Europe, dans le monde, pour le coup, du handicap. Et est-ce qu'on pourra, quand on sait qu'on a de plus en plus de gens, on pourra se permettre en fait de pouvoir accompagner ces gens-là, sans, rogner sur leur, prise en charge, sans, ça c'est une grande question. Je suis hélas pas, ou peut-être pas, président de la République, je ne vous souhaite pas trop l'être, mais c'est une grosse question puisqu'en fait c'est du financement public, il y a beaucoup d'argent et donc il faut bien vérifier que nous les acteurs, on n'abuse pas le système, que l'argent est bien utilisé pour ce qu'il a été, marqué et que, d'un autre côté, ben, tout le pouvoir public soit en capacité d'augmenter les financements pour qu'on puisse mieux payer les personnes et rentrer dans ce que j'ai dit tout à l'heure, un super, cercle vertueux de je paye mieux, je garde mieux et donc je soigne mieux ou j'accompagne mieux, et tout le monde sera content. Merci Franck, c'est très clair. Un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous.